Je m'appelle Jordan, j'ai 31 ans, je suis développeur web à Denver et ma vie s'est brisée comme ma colonne vertébrale lors de cet accident de camion catastrophique. Ce que je n'avais jamais prévu, c'est que mes parents choisissent de poursuivre leur escapade tant attendue au Canada avec mon frère malgré tout, me laissant isolé à l'hôpital et seul. Leurs mots d'adieu résonnent encore. Ne nous contacte pas pendant que nous sommes heureux. J'avais toujours supposé que la famille se rallierait en cas de désastre. Au lieu de cela, leur abandon a déclenché ma renaissance inattendue. Avant de raconter comment ma famille m'a déserté au moment où j'étais le plus vulnérable, dites-moi d'où vous regardez et abonnez-vous si vous avez déjà vécu une trahison de la part de ceux qui sont censés vous aimer sans condition. Élevé à Denver, j'ai toujours perçu notre famille comme la famille suburbaine typique. Maman préparait des brownies pour les réunions de quartier, papa entraînait les jeunes au basketball, et les vacances étaient remplies de randonnées et de soirées puzzle. Mais sous cette façade pittoresque, les déséquilibres étaient douloureusement évidents. Mon frère Dylan était le prodige adulé, et j'étais la note de bas de page fiable. Dès l'adolescence, le moule était coulé. Les compétitions de natation de Dylan nécessitaient que les emplois du temps familiaux soient réorganisés, tandis que mes hackathons de codage n'étaient suivis que si cela convenait. Quand j'ai remporté le prix de développement d'applications du district en terminale, mes parents sont arrivés pour les 10 dernières minutes, ayant passé la journée à la répétition de batterie de Dylan. Ils ont manqué mon discours de remise de prix, mais ont veillé à exprimer à quel point ils étaient fiers. Même en me pressant pour arriver à temps au brunch choisi par Dylan, ton frère a besoin de plus d'encouragement. Rationalisait ma mère. Il est sensible. Tu as toujours été si indépendant, Jordan. L'indépendance n'était pas mon choix. Elle m'était imposée par la nécessité. J'ai appris à me rendre seul aux événements, à me consoler après les échecs et à célébrer les succès en solitaire. L'exemple le plus douloureux est survenu lors de ma dernière année, quand j'ai obtenu une bourse complète pour Stanford. C'était tout ce pour quoi j'avais travaillé. Mon passeport pour le programme d'innovation numérique de mes rêves. À la même période, Dylan, en première, subissait du stress pour son audition de théâtre à venir. Nous ne pouvons pas le laisser se débattre seul, a proclamé papa pendant notre repas familial. Il a besoin de stabilité en ce moment. L'attente tacite planait. Renonce à Stanford. Reste local. Préserve l'unité familiale pour le bien de Dylan. J'ai choisi l'Université d'État du Colorado à la place. Regarder ma lettre d'admission à Stanford, prendre la poussière sur mon bureau tandis que mes parents louaient ma sagesse et ma loyauté familiale. Notre rituel familial de grand voyage a commencé quand j'avais 13 ans et Dylan 8. Tous les 5 ans, nous économisions pour une odyssée exceptionnelle. D'abord la Californie, puis l'Arizona, puis les Rocheuses. Le Canada devait être le summum, méticuleusement planifié pendant 2 ans, avec mes parents économisant de l'argent chaque semaine dans leur réserve Canuck. À 31 ans, j'avais construit une vie respectable malgré les chaînes de l'obligation familiale. J'ai obtenu un poste chez Apex Innovations, l'une des entreprises en pleine expansion de Denver. Mon travail sur la conception d'interfaces utilisateurs m'a valu des promotions régulières, culminant avec ma récente ascension au poste de concepteur principal. Mes collègues me respectaient, ma chef Maria me mentorait et mon horizon financier semblait prometteur. Ma vie personnelle n'avait pas prospéré autant. Isabella, ma compagne de 2 ans, avait fait ses valises et quitté notre condo 4 mois avant l'accident. Tu es physiquement ici, Jordan, mais mentalement, tu es toujours au travail ou inquiet pour ta famille. Elle avait dit, les larmes coulant sur son visage. J'ai besoin de quelqu'un qui fasse de la place pour moi dans sa vie, pas juste dans son condo. Je ne pouvais pas contester son évaluation. Entre des semaines de travail de 50 heures et les engagements familiaux des week-ends, j'avais relégué notre relation aux marges de mon agenda. Après son départ, je me suis plongé encore plus profondément dans le travail, acceptant des tâches supplémentaires pour combler le vide de notre condo à moitié vide. La semaine précédant mon accident, les tensions avec mes parents ont atteint un point critique. Le récital de poésie de Dylan coïncidait avec la date limite de mon déploiement d'interface. Et pour une fois, j'ai priorisé le travail à la famille. Tu as toujours été égoïste.
a aboyé ma mère au téléphone. Ton frère t'a soutenu à travers tout. Et la seule fois où il a besoin de ta présence. J'ai été présent pendant 31 ans. Ai-je répliqué, l'affirmation rare de limite semblant étrange sur ma langue. Je suis désolé pour son récital, mais ce déploiement détermine mon avenir dans l'entreprise. Mon père a pris le téléphone. La famille passe en premier. Jordan, toujours passé, toujours passera. Si tu ne peux pas comprendre ça, peut-être que tu dois réévaluer tes priorités. La conversation s'est terminée par des téléphones raccrochés et une animosité bouillonnante. Cette nuit-là, j'ai travaillé jusqu'à l'aube, alimenté par la colère et l'ambition en parts égales. L'interface était impeccable, mes designs parfaits. Demain validera mon choix, ai-je pensé, en rentrant chez moi. La fatigue obscurcissait mon jugement. 14 heures à mon bureau m'avaient laissé les yeux fatigués et les réflexes ralentis. La neige recouvrait mon pare-brise et les pensées de la querelle familiale se rejouaient dans mon esprit. J'ai tendu la main vers mon téléphone, envisageant un message conciliant pour apaiser. Cette distraction momentanée était tout ce qu'il fallait pour que la catastrophe frappe. Le souvenir arrive par éclats, comme un fichier image corrompu avec des cadres essentiels manquants. Des phares se reflétant sur l'asphalte glacé. La secousse soudaine de mon volant alors que mes pneus perdaient en l'adhérence. La sensation nauséeuse de déraper sur 4 voies. La barrière s'approchant trop vite pour l'éviter. Le crissement du métal. L'univers se retournant alors que ma voiture faisait des tonneaux dans le ravin. Puis le noir. Je me suis réveillé au son étouffé de voix urgentes et à l'odeur âcre de l'antigel. La neige tourbillonnait contre le capot froissé de ma voiture renversée. Quelque chose de chaud coulait sur ma tempe, du sang. Mes bras étaient coincés sous la console déformée, une douleur brûlante traversant mon torse chaque fois que j'essayais de bouger. « À l'aide !» ai-je crié. Ma voix à peine audible par-dessus les gémissements de la carcasse et les sirènes distantes. Quelqu'un m'aide. Le processus de sauvetage reste un brouillard de souffrance et de terreur. Les sauveteurs découpant l'acier, les paramédics stabilisant mes membres, le transfert tortueux sur une civière. La neige froide sur mon visage alors qu'il me transportait hors du ravin. Les portes de l'ambulance se fermant, tandis qu'un paramédic insérait une IV dans ma veine. « Vous allez vous en sortir », a-t-il dit avec un rassurance pratiquée. « Mais vous avez des blessures graves. Nous vous emmenons à Denver Health. » La salle d'urgence de l'hôpital était un chaos coordonné. Les médecins hurlaient des ordres. Les infirmières découpaient mes vêtements. Les machines bipaient et ronronnaient. Les rayons X ont confirmé ce que mon corps savait déjà. Multiples fractures au bras, une épaule brisée, 5 côtes cassées et une commotion cérébrale. Les dommages étaient étendus, mais heureusement, pas mortels. Le docteur Patel, la chirurgienne orthopédique assignée à mon cas, est venue le matin après l'opération d'urgence pour stabiliser mon épaule et mes bras. Vous regardez au minimum 2 mois avant une utilisation complète des bras, a-t-elle expliqué, examinant mes dossiers. Une récupération complète pourrait prendre jusqu'à 9 mois avec une thérapie physique intensive. Vous avez de la chance que les artères principales n'aient pas été sectionnées. Chanceux n'était pas le mot que j'aurais choisi. Allongé là avec des broches en acier fraîchement implantées dans mes bras. Mais je comprenais son point de vue. Ça aurait pu être pire. « Est-ce que quelqu'un vient vous voir ?» a demandé le docteur Patel. « Famille, amis, mes parents ?» ai-je dit, les mots automatiques. Et mon frère. Ils devraient être ici bientôt. Ils sont arrivés cet après-midi. Ma mère serrant son sac comme un bouclier. Mon père debout maladroitement au pied du lit. Et Dylan traînant près de la porte. « Oh, Jordan !» a dit ma mère, ses yeux prenant en compte les moniteurs, les plâtres, les lignes sacres. Quel désordre! Mon père s'est éclairci la gorge. Le camion est détruit. L'assurance couvrira, mais tes primes vont exploser. Aucune question sur mon niveau de douleur. Aucune larme de soulagement que j'ai survécu. Juste des observations pratiques et un blâme subtil. Les médecins disent que la récupération prendra des mois. Ai-je dit, espérant qu'ils comprendraient l'implication. Je ne pourrais pas m'occuper de moi pendant un moment. Ma mère et mon père ont échangé un regard que j'avais vu de nombreuses fois auparavant. La communication silencieuse des parents décidant comment minimiser l'inconvénient. À ce sujet, a commencé mon père, ajustant ses lunettes.
Nous devons discuter de la logistique. Je supposais qu'ils étaient sur le point d'esquisser un plan de soins, peut-être des tours de garde à mon appartement ou me déplacer temporairement chez eux. Au lieu de cela, ma mère a sorti son téléphone et m'a montré un calendrier. Notre voyage au Canada était la semaine prochaine, a-t-elle dit. Nous planifions ça depuis 3 ans, Jordan. Tout est dépayé, non remboursable. Je l'ai regardé, attendant la chute. Sûrement qu'ils ne suggéreront pas. Nous pensions, a continué mon père, puisque tu seras à l'hôpital au moins une autre semaine, et ensuite en rééducation après ça. Il pourra être mieux que nous poursuivions nos plans. Le médicament atténuait de nombreuses sensations, mais pas le choc froid de la réalisation se propageant dans ma poitrine. Vous y allez quand même, alors que je suis comme ça. Ma voix semblait distante, même à mes propres oreilles. C'est 2 semaines, a dit ma mère sur la défensive. Les médecins prendront bien soin de toi. Et Dylan attend ce voyage depuis si longtemps. Dylan, toujours près de la porte, étudiait intensément ses chaussures. Mais je ne pourrai pas rentrer chez moi seul. Ai-je protesté ? J'aurai besoin d'aide pour tout. L'assistante sociale peut arranger un établissement, a répondu mon père. Ou peut-être qu'un de tes amis pourrait aider temporairement. Ils avaient tout prévu. Ai-je réalisé ? Leur plan de vacances l'emportait sur leur fils blessé. L'image familiale parfaite à laquelle je m'étais accroché s'est brisée plus complètement que mes os ne le pourraient jamais. Le jour avant leur départ, mes parents et Dylan ont visité l'hôpital une dernière fois. Ils ont apporté une petite plante pour mon rebord de fenêtre et une carte signée par tous les 3 avec des vœux génériques. Ma mère s'est occupée à réarranger les objets sur ma table de chevet, tandis que mon père passait en revue leur itinéraire à voix haute. Comme si leurs aventures canadiennes m'intéressaient dans mon état actuel. Nous atterrissons à Vancouver, puis conduisons jusqu'à Banff pour les lacs. Après ça, nous allons à Toronto pour 3 jours, puis au Québec, a-t-il expliqué, défilant sur son téléphone. La visite en bateau des chutes du Niagara est censée être le point culminant. Je suis resté allongé là, immobilisé par des plâtres et des dispositifs de traction, hochant la tête mécaniquement. Chaque détail joyeux de leurs vacances à venir était un coup de couteau, un rappel de combien il était facile pour eux de continuer leur vie sans moi. « Quand commence ta thérapie physique ?» a demandé Dylan, la première question sincère que l'un d'eux ait posée sur ma récupération. « Demain », ai-je répondu. Ils disent que ça va être dur au début. Un silence inconfortable a suivi. Nous savions tous ce qui restait non dit. Ils ne seraient même pas là pour me soutenir. « Jordan », a dit ma mère finalement, son ton passant à celui qu'elle utilisait pour délivrer des nouvelles indésirables. Nous avons parlé avec ton médecin et l'assistante sociale de l'hôpital. Ils ont dit que tu auras besoin de quelqu'un pour t'aider à la maison quand tu sortiras la semaine prochaine. Je sais, ai-je dit. J'espérais. Nous avons arrangé pour qu'il te garde ici jusqu'à notre retour si nécessaire. Mon père a interrompu. L'assurance devrait couvrir les soins prolongés. 2 semaines supplémentaires puis à l'hôpital. Parce que vous ne serez pas là pour m'aider. La blessure dans ma voix était indéniable. L'expression de ma mère s'est durcie. Nous planifions ce voyage depuis des années, Jordan. Ça coûte des milliers de dollars. Dylan a besoin de cette pause après son projet de stage. Et j'ai besoin de ma famille après avoir presque mouru. Les mots ont éclaté plus fort que prévu, attirant un regard inquiet d'une infirmière passant. « Tu es dramatique », a dit mon père avec dédain. Le médecin a dit que tu es stable. Stable ne veut pas dire bien. Ai-je contre-attaqué ? Je ne peux même pas aller aux toilettes seul. Dylan s'est agité mal à l'aise, fixant ses mains. Peut-être que nous pourrions reporter ? A-t-il commencé ? Absolument pas. A coupé ma mère. Les billets sont non remboursables. Les visites sont payées. Nous y allons. La finalité dans sa voix a réduit au silence toute discussion supplémentaire. Ils sont restés encore 15 minutes, parlant de choses triviales, comme si nous n'étions pas au milieu d'une crise familiale. À la fin des heures de visite, ils ont ramassé leurs affaires, se préparant à partir. « Nous te ramènerons un souvenir », a dit ma mère joyeusement, comme si cela pouvait compenser leur abandon. « Quand t'appellerez-vous » ai-je demandé, détestant le ton needy dans ma voix, mais désespéré pour un engagement, une preuve qu'il ne m'oublierait pas complètement. Mon père a fait une pause à la porte.
Le décalage horaire rendra les appels compliqués. Nous allons profiter de nos vacances, Jordan, a ajouté ma mère. Nous avons mérité ce voyage. Puis sont venus les mots qui se rejoueraient dans mon esprit pendant des mois après. Ne nous appelle pas pendant que nous sommes heureux là-bas. Nous te contacterons quand ce sera pratique. Ils m'ont quitté avec des saluts décontractés, comme s'ils partaient pour une course rapide plutôt que d'abandonner leur fils blessé pour des vacances internationales de 2 semaines. L'infirmière qui avait entendu notre conversation est entrée après leur départ, vérifiant mes signes vitaux avec une expression sympathique. La tension artérielle est élevée, a-t-elle noté, évitant tout commentaire direct sur ce qu'elle avait entendu. La vôtre serait-elle différente ? Ai-je demandé amèrement. Elle a ajusté mes oreillers avec des mains douces. Avez-vous quelqu'un d'autre qui peut aider quand vous sortirez ? Ami ? Autres parents ? La question m'a forcé à confronter mon isolation. Des années à prioriser le travail et les obligations familiales avaient à laisser peu de place pour des amitiés profondes. Les collègues me respectaient professionnellement, mais n'étaient pas assez proches pour ce niveau de besoin personnel. La famille élargie vivait à travers le pays. Il y avait seulement Alex, mon colocataire d'université qui était resté à Denver. Nous nous voyions mensuellement pour des bières et des sessions de jeu. Mais je ne l'avais pas vu depuis avant l'accident. Peut-être, ai-je dit incertain, je passerai des appels. Cette nuit-là, seul dans ma chambre d'hôpital, j'ai appelé Alex et expliqué ma situation. Son choc initial à l'accident s'est rapidement transformé en incrédulité face au comportement de ma famille. Ils y vont quand même, alors que tu es comme ça ? Il a fait écho à ma propre réaction antérieure. C'est froid. Mec, je déteste demander. Ai-je commencé maladroitement ? Mais l'hôpital ne me laissera pas sortir à moins que quelqu'un puisse m'aider à la maison. Juste pour quelques semaines, jusqu'à ce que je sois plus mobile. Alex n'a pas hésité. Mon appartement est au 2e étage, sans ascenseur. Mais on peut y arriver. Quand ai-je besoin de te ramasser ? Sa volonté immédiate d'aider a apporté des larmes inattendues à mes yeux. Mardi prochain. Ai-je réussi ? Merci. C'est à ça que servent les amis. A-t-il dit simplement, me faisant me demander pourquoi j'avais passé tant d'années à prioriser une famille qui m'abandonnerait plutôt que des amitiés qui ne le feraient pas. La première session de thérapie physique a été pire que je l'avais imaginé. Malgré une forte médication contre la douleur, chaque mouvement envoyait du feu à travers mon épaule reconstruite et mes côtes. Maria, ma thérapeute, était compétente mais intransigeante. « Je sais que ça fait mal », a-t-elle dit, alors que je haletais pendant un levage de bras apparemment simple. Mais le mouvement est non négociable si tu veux fonctionner normalement à nouveau. À la fin de la session, j'étais trempé de sueur, tremblant d'épuisement et luttant contre les larmes. Les infirmières m'ont aidé à retourner dans ma chambre où je me suis effondré dans un sommeil troublé, rêvant de voler librement un moment et d'être piégé dans mon camion écrasé le suivant. La sortie de l'hôpital a été une affaire compliquée. Alex est arrivé avec des vêtements empruntés plusieurs tailles trop grands, puisque découper ma chemise avait été nécessaire après l'accident. L'assistante sociale a examiné des pages d'instructions pour les soins à domicile, les horaires de médicaments et les signes d'alerte qui nécessiteraient un retour immédiat à l'hôpital. « Es-tu sûr de pouvoir gérer ça ?» a-t-elle demandé à Alex, son expression dubitative. « On va y arriver. » Il l'a assuré avec plus de confiance que je n'en ressentais. Le trajet jusqu'à l'appartement du 2e étage d'Alex a été un exercice de gestion de la douleur et de logistique. L'escalier étroit a requis qu'Alex et un voisin me portent essentiellement, tandis que j'essayais de ne pas crier à chaque secousse. Au moment où ils m'ont installé sur le canapé d'Alex, qui servirait de lit pour un avenir prévisible, j'étais livide et nauséeux de douleur. « Tes médicaments ?» a dit Alex, lisant attentivement les instructions de l'hôpital. 2 pilules toutes les 4 heures. As-tu besoin d'eau ? Cette première nuit a établi la routine humiliante de dépendance complète. Alex m'aidant à aller aux toilettes, Alex préparant des repas simples pour lesquels j'avais à peine d'appétit, Alex ajustant les oreillers sous mes plâtres, Alex dormant sur un matelas gonflable à côté du canapé pour m'entendre si j'appelais dans la nuit. « Je suis désolé », ai-je murmuré dans l'obscurité alors qu'il s'installait sur son lit improvisé. « Je n'ai jamais voulu être ce genre de fardeau. Arrête de t'excuser.
a-t-il dit fermement. Concentre-toi, juste sur le fait de guérir. Le matin a apporté de nouveaux défis. Alex avait pris un congé personnel d'urgence de son travail de vente, mais il ne pouvait pas rester à la maison indéfiniment. Chaque jour requérait une planification minutieuse. Médicaments prépositionnés à portée de main, nourriture et eau accessible, téléphone chargé pour les urgences. Alex rentrait précipitamment pendant les pauses déjeuner pour vérifier, son inquiétude évidente malgré des sourires rassurants. Un après-midi, pendant qu'Alex était au travail, mon téléphone a sonné avec une notification Instagram. Sans réfléchir, je l'ai ouvert pour trouver que ma mère avait posté une photo. Mes parents et Dylan souriant largement au bord d'un lac canadien, tasser en main. La légende disait « Béatitude découverte, meilleures vacances en famille de tous les temps. Hashtag béni, hashtag famille d'abord. Famille d'abord. » L'ironie était suffocante. J'ai défilé leur flux de vacances, téléphérique en montagne, festival de dégustation de nourriture, selfie à Banff. Pas une seule mention de moi ou de mon état. Ils semblaient plus heureux que je ne les avais vus depuis des années, leur joie apparemment intacte par mon absence ou mes circonstances. Sur une impulsion, j'ai appelé le portable de ma mère. Ça est allé directement sur la messagerie après une sonnerie, suggérant qu'elle avait vu mon nom et décliné l'appel. J'ai essayé mon père avec le même résultat. Enfin, j'ai texté Dylan. Comment se passe le voyage ? Juste pour vérifier de l'hôpital. 3 points sont apparus, puis ont disparu. Aucune réponse n'est venue. L'isolement s'alourdissait chaque jour. Alex faisait de son mieux. Mais il ne pouvait pas être là constamment. Les heures seules s'étiraient interminablement, remplies de douleurs et de pensées sombres. Mon appétit a disparu. Le sommeil est devenu insaisissable. Les médicaments qui atténuaient la douleur physique ne pouvaient pas toucher la blessure plus profonde de l'abandon. Pendant ce temps, la réalité financière s'imposait à ma misère. Les factures d'hôpital arrivaient quotidiennement, chacune avec des montants stupéfiants seulement partiellement couverts par l'assurance. Mes paiements d'invalidité à court terme couvriraient le loyer et les dépenses de base, mais pas la dette médicale montante. Les économies que j'avais pour un acompte sur une maison se vidaient rapidement. Les RH sont appelés pour discuter de mon calendrier de retour, leur ton sympathique masquant à peine les préoccupations commerciales sous-jacentes. Les projets que je dirigeais étaient redistribués. Les clients posaient des questions. Ma réputation professionnelle soigneusement construite risquait de s'éroder pendant mon absence. « Prends le temps dont tu as besoin pour guérir », a dit ma représentante RH. « Mais tiens-nous au courant de tes progrès. Nous aurons besoin d'un calendrier du médecin pour ton retour. » Chaque nouvelle pression ajoutait du poids à mon esprit déjà écrasé. La douleur physique était constante, la douleur émotionnelle pire, et l'anxiété financière aggravait tout. Tout cela pendant que ma famille postait des photos de vacances insouciantes sans reconnaissance de ma souffrance. Je pense que je m'effondre, ai-je admis à Alex un soir alors qu'il changeait les bandages sur mes plaies chirurgicales. Et je ne sais pas comment l'arrêter. Son visage habituellement joyeux était sérieux alors qu'il fixait soigneusement un nouveau pansement. Un jour à la fois, Jordan. C'est tout ce que n'importe qui peut faire. Mais chaque jour semblait plus dur que le précédent, sans fin en vue. 2 semaines dans mon séjour chez Alex, l'inévitable s'est produit. Il avait déjà prolongé son congé personnel au-delà du raisonnable, et son patron devenait impatient. « Je dois retourner demain », a dit Alex pendant notre dîner frugal de Chinois à emporter. Il menace de me remplacer si je ne le fais pas. La panique a flotté dans ma poitrine, mais j'ai forcé un hochement nonchalant. « Bien sûr, tu as déjà fait plus que je n'avais le droit de demander. Je mettrai tout en place avant de partir. » A-t-il promis ? Eau, nourriture, médicaments, tout à portée de main. Et je rentrerai directement après le travail. Je m'en sortirai. Ai-je insisté ? Déjà redoutant les longues heures seul, je m'améliore avec les béquilles. La vérité était que je pouvais à peine me tenir 30 secondes sans douleur excruciating. Mais admettre cette réalité n'aurait fait qu'augmenter la culpabilité d'Alex. Il avait assez sacrifié pour moi déjà. Le premier jour seul a été un désastre dès le début. J'ai fait tomber mon médicament contre la douleur du matin par terre en tendant la main pour de l'eau.
les pilules se dispersant sous le canapé, hors de ma portée. Avec Alex parti, il n'y avait personne pour les récupérer. J'ai essayé de me baisser au sol, mais le mouvement a envoyé une douleur si intense à travers mon épaule que j'ai presque perdu connaissance. Pendant 6 heures, je suis resté allongé sur le canapé. La douleur escaladant de inconfortable à insupportable, incapable d'atteindre le médicament qui fournirait du soulagement. Au moment où Alex est rentré, j'étais pâle et tremblant, des larmes coulant silencieusement sur mon visage. « Bon sang, Jordan !» a-t-il dit, se précipitant pour ramasser les pilules dispersées. « Pourquoi ne m'as-tu pas appelé ? Tu étais au travail. » ai-je dit à travers des dents serrées. Je ne voulais pas te déranger. C'est à ça que servent les contacts d'urgence. A-t-il répliqué, m'aidant à avaler le médicament en retard. C'est exactement ce qui constitue une urgence. Cette nuit-là, défilant mon téléphone alors que le médicament contre la douleur prenait enfin effet, j'ai vu un nouveau post Instagram. Mes parents et Dylan se tenaient au sommet d'une cascade, bras levés triomphalement. La légende disait « Niagara conquis ». Rien de tel que réaliser des rêves avec ceux qui comptent le plus. Hashtag béni, hashtag famille. D'abord, hashtag vivre sa meilleure vie. Quelque chose en moi s'est brisé. Avec des doigts tremblants, j'ai tapé un commentaire. Heureux que vous vous amusiez pendant que je lutte pour atteindre mes médicaments par terre. Merci de vérifier si je suis vivant. Hashtag pas béni, hashtag pas famille. Puis, j'ai renvoyé un message privé à ma mère. Est-ce que vous vous souciez même que je ne puisse pas marcher ? Que je sois en douleur constante ? Qu'un ami ait dû prendre un congé non payé pour m'empêcher d'être seul à l'hôpital ? Quel genre de parents abandonnent leur enfant blessé pour des vacances ? J'ai jeté le téléphone de côté. À moitié soulagé, à moitié horrifié par mon éclat. Une partie de moi espérait qu'il répondrait avec inquiétude. Excuse, offre de rentrer tôt. Une partie plus rationnelle savait mieux. Les jours ont passé sans réponse. J'ai vérifié obsessionnellement les accusés de réception. Les réponses, toute reconnaissance. Rien n'est venu, sauf plus de photos de vacances. Mon commentaire apparemment supprimé, mon message ignoré. 5 jours après que mes parents étaient censés rentrer de leur aventure canadienne prolongée, un texto est enfin arrivé de ma mère. « Arrête d'être dramatique. On te verra quand on rentrera. » 7 mots. Pas de questions sur comment j'allais. Pas d'explication pour leur silence. Juste rejetant ma douleur comme du drame et n'offrant aucun calendrier pour leur retour. Alex m'a trouvé ce soir-là, téléphone serré dans la main, sanglotant incontrôlablement pour la première fois depuis l'accident. Pas de douleur physique, mais de la confirmation finale que l'amour de ma famille avait toujours été conditionnel, disponible seulement quand cela leur convenait. « Regarde ça !» ai-je dit, lui montrant le message. « C'est tout ce que j'obtiens après 3 semaines. Arrête d'être dramatique. » Alex l'a lu, son expression s'assombrissant. « Ce n'est pas juste, Jordan. Pas selon n'importe quel standard. » À ce moment, voyant ma situation reflétée dans ses yeux en colère, quelque chose a changé en moi. Le besoin désespéré d'approbation et d'amour de mes parents, qui avaient guidé tant de choix de vie, a commencé à relâcher son emprise. « J'en ai fini, » ai-je dit, essuyant mon visage. « J'en ai fini de chasser leur approbation. J'en ai fini d'être le fils fiable qu'ils peuvent ignorer. J'en ai juste fini. » Avec des mains tremblantes, j'ai supprimé toutes les applications de réseaux sociaux de mon téléphone, coupant le flux de photos de vacances et la tentation de vérifier les réponses. Puis, j'ai bloqué les numéros de mes parents et de Dylan. Une sévrance symbolique qui semblait à la fois terrifiante et libératrice. « Es-tu sûr ?» a demandé Alex, me regardant avec inquiétude. « Non, » ai-je admis. « Mais je ne peux pas continuer à me faire ça. Ils ne vont pas soudainement devenir les parents dont j'ai besoin. Il est temps que j'accepte ça et que j'arrête de l'attendre. » Cette nuit-là a été la plus sombre. Sans la distraction de vérifier les messages ou de défiler les photos, j'ai affronté le poids complet de ma situation. Physiquement brisé, professionnellement vulnérable, financièrement tendu et maintenant volontairement orphelin. Allongé éveillé sur le canapé d'Alex, le médicament contre la douleur touchant à peine l'inconfort physique, je me suis demandé si la récupération valait même l'effort. Pourquoi luttais-je pour retourner ? Une famille qui ne me valorisait pas ?
Un travail qui s'échappait? Un appartement rempli de souvenirs d'Isabella et de notre relation échouée? Pour la première fois, j'ai considéré simplement d'abandonner. Pas de manière dramatique et autodestructrice, mais dans la résignation tranquille de quelqu'un qui arrête de nager contre le courant. Arrêter de pousser à travers la thérapie physique. Arrêter de me forcer à manger. Arrêter de prétendre qu'il y avait quelque chose de l'autre côté de cette épreuve, valant la peine d'endurer une telle douleur. La pensée n'était pas aussi effrayante qu'elle aurait dû l'être. Au lieu de cela, elle apportait un calme étrange, la paix séduisante de la reddition. Le tournant est venu de manière inattendue lors de ma prochaine session de thérapie physique. Maria, remarquant ma conformité mécanique sans la détermination antérieure, s'est arrêtée au milieu de l'exercice. « Qu'est-ce qui se passe avec toi aujourd'hui » a-t-elle demandé bluntly. « Tu es ici, mais tu n'es pas présent. » J'ai considéré dévier, mais l'épuisement a baissé mes défenses. Ma famille m'a laissé pour des vacances juste après mon accident. Ils viennent de rentrer et n'ont toujours pas visité. Je commence à me demander pourquoi je lutte si dur. Au lieu d'offrir des platitudes, Maria s'est assise, abandonnant le protocole de thérapie. C'est affreux et malheureusement pas rare. Des accidents comme le tien révèlent souvent qui se présentera vraiment pour toi. Alors quel est le sens ? Ai-je demandé. Pourquoi pousser à travers toute cette douleur ? Pour toi-même ? A-t-elle dit simplement. Pas pour eux. Pour la vie que tu veux, indépendamment de qui y est. Elle m'a parlé d'un groupe de soutien pour les survivants d'accidents qui se réunissait au centre de rééducation. Des gens qui comprennent exactement ce que tu traverses, à la fois physiquement et avec des dynamiques familiales comme la tienne. Je ne suis pas vraiment une personne de groupe de soutien. Ai-je dit hésitant. Moi non plus. A-t-elle répondu ? Jusqu'à mon propre accident il y a 5 ans. Maintenant, je ne fais pas que participer. Je dirige les sessions. Je n'avais pas réalisé que Maria avait traversé quelque chose de similaire. Son corps fort et capable ne donnait aucune indication de traumatisme passé. Ce jeudi, 19h, a-t-elle dit, me tendant une carte. Pas de pression pour partager, viens juste écouter. Ce même jour, Maria, ma chef, est apparue de manière inattendue à l'appartement d'Alex, sac d'ordinateur à la main. Les RH m'ont dit que tu pourrais être absent encore 2 mois, a-t-elle dit après le choc initial de voir mon état. Ça ne marche pas pour moi ou l'équipe. Mon cœur s'est serré. Étais-je sur le point de perdre mon travail aussi ? Alors j'ai apporté ça. A-t-elle continué, sortant un ordinateur de l'entreprise. Nous avons besoin de ton cerveau, pas de ta présence physique. J'ai autorisé un arrangement de travail à distance jusqu'à ce que tu sois mobile à nouveau. Le geste était si inattendu, si contraire à l'abandon auquel j'étais habitué, que je ne pouvais que fixer avec surprise. « Tu es trop précieux pour être remplacé », a dit Maria, mal interprétant mon silence. Et le projet Apex a besoin de ton expertise spécifique. 3 heures par jour pour commencer. Plus quand tu pourras. Qu'en dis-tu ? C'était la première fois en semaine que quelqu'un me valorisait pour ce que je pouvais contribuer, plutôt que de me voir comme un fardeau. L'opportunité de me reconnecter au travail, d'utiliser mon esprit pendant que mon corps guérissait, ressemblait à une bouée de sauvetage jetée dans des eaux profondes. Oui, ai-je dit, me surprenant par l'empressement dans ma voix. J'aimerais beaucoup ça. Le jeudi soir, Alex m'a conduit au groupe de soutien. J'étais appréhensif, imaginant un cercle de personnes se disputant l'histoire de tragédie la plus pire. Au lieu de cela, j'ai trouvé un groupe divers partageant des stratégies de coping pratiques, des conseils de rééducation, et oui, des histoires de déception familiale qui faisaient écho aux miennes. Là, j'ai rencontré Elena, dont la famille avait réagi à son accident de randonnée par du blâme de la victime plutôt que du soutien. Ils m'ont dit que c'était ma faute d'être allé sur un terrain dangereux en premier lieu, a-t-elle expliqué, comme si cela justifiait de m'abandonner pendant la récupération. Écouter les expériences des autres validait ma propre douleur, tout en fournissant une perspective. Certains l'avaient pire, d'autres mieux. Mais tous comprenaient les défis uniques d'un handicap soudain et les fractures relationnelles qui suivaient souvent un traumatisme. À la fin de la réunion, Elena a roulé sa chaise à côté de la mienne. « Les premières réunions sont dures », a-t-elle dit.
Veux-tu prendre un café à côté ? Le café est accessible et il ne te presse pas pour partir. Cette conversation autour d'un café a duré 2 heures. Elena était 6 mois en avance sur moi dans la récupération de blessures similaires. Ses conseils pratiques sur l'équipement adaptatif, à la gestion de la douleur et la navigation des réclamations d'assurance étaient inestimables. Mais plus important était la compréhension facile entre nous. Le manque de besoin d'expliquer ou de justifier des sentiments que d'autres pourraient rejeter comme de l'apitoiement sur soi. Mon accident m'a montré qui étaient mes vrais amis, a-t-elle dit en finissant nos boissons. C'est douloureux, mais clarifiant. Je suis encore en train de le découvrir. Ai-je admis ? Pour l'instant, le comte est un ami, un chef et un thérapeute physique. Fais-en 2 amis, a-t-elle corrigé avec un sourire, si tu veux. Au cours des semaines suivantes, un nouveau rythme s'est établi. Les matins pour le travail à distance sur le projet Apex. Les après-midi pour la thérapie physique avec Maria. Les jeudis soirs pour le groupe de soutien, suivi d'un café ou d'un dîner avec Elena. Les week-ends pour le repos et des tentatives de plus en plus longues de marche avec des béquilles autour de l'appartement d'Alex. De petites victoires s'accumulaient, se tenir assez longtemps pour se brosser les dents sans aide. Écrire du code pendant 3 heures sans pause pour la douleur. Passer d'un fauteuil roulant à un déambulateur pour des distances de plus longues. Chaque réussite construisait non seulement la force physique, mais un nouveau sens d'identité indépendant de l'approbation familiale. Les colocataires d'Alex, initialement méfiants de leur invité inattendu, sont devenus investis dans ma récupération. Ils ont organisé une rotation de repas, veillé à ce que la salle de bain soit toujours accessible et célébré chaque étape, peu importe sa taille. Quand j'ai réussi ma première douche sans aide, ils m'ont présenté cérémonieusement un trophée d'indépendance étanche qu'ils avaient imprimé en 3D à la bibliothèque locale. Elena m'a introduit au programme de sports adaptatifs au centre de rééducation. Regarder des joueurs de basketball en fauteuil roulant se déplacer avec une telle vitesse et précision a élargi ma compréhension de ce que pouvait ressembler la récupération. Pas nécessairement revenir à mon moi d'avant l'accident, mais trouver de nouvelles capacités dans des circonstances changées. L'arrangement de travail à distance de Maria s'est avéré bénéfique pour nous deux. Libéré des distractions du bureau, j'ai produit des designs plus propres avec moins de révisions. Les horaires flexibles accommodaient mes rendez-vous de thérapie et les fluctuations d'énergie. Mon équipe s'est adaptée à la collaboration virtuelle et les étapes du projet continuaient à être atteintes malgré mon absence physique. À mesure que mon corps guérissait lentement, j'ai commencé des sessions de thérapie adressant les blessures plus profondes des dynamiques familiales. Des années de négligence émotionnelle m'avaient conditionné à chercher la validation à travers les réalisations et les sacrifices. L'abandon de vacances de mes parents n'était pas une anomalie, mais l'expression extrême d'un pattern de vie entière. Tu peux que reconnaître leurs limitations sans excuser leur comportement. A expliqué ma thérapeute, leurs choix reflètent leur caractère, pas ta valeur. Ce changement de perspective était plus dur que la rééducation physique, mais tout aussi nécessaire. Graduellement, j'ai arrêté de vérifier mon téléphone bloqué pour des messages d'eux. Arrêté d'imaginer des scénarios où ils réaliseraient leur erreur et offriraient des excuses significatives. Arrêté de me définir à travers leur approbation ou son absence. Au lieu de cela, je me suis concentré sur la famille choisie qui se formait autour de moi. Le soutien inébranlable d'Alex, la companionship compréhensive d'Elena, l'encouragement tough love de Maria, le mentorat professionnel de ma chef et la sagesse collective du groupe de soutien. 6 semaines après l'accident, assis dans l'appartement accessible d'Elena, regardant un documentaire qu'elle avait recommandé, j'ai réalisé que quelque chose avait fondamentalement changé. La douleur constante du rejet familial s'était atténuée d'une douleur aiguë à une conscience de fond. À sa place, grandissait quelque chose d'inattendu. Le contentement avec cette nouvelle constellation de relations basée sur un soin genuin plutôt que sur l'obligation. Tu souris, a noté Elena, mettant le film en pause. Partage la blague ? Pas une blague, ai-je dit. Juste en réalisant que parfois, perdre ce que tu pensais avoir besoin fait de la place pour ce que tu mérites vraiment. Elle a tendu la main pour la mienne, nos doigts s'entrelçant naturellement.
Ça pourrait être l'étape de récupération la plus importante jusqu'à présent. 3 jours avant le retour prévu de mes parents de leur aventure canadienne prolongée, j'ai reçu un flot de notifications texto. Débloquer mon téléphone a révélé des dizaines de messages de mes 2 parents et de Dylan, tous envoyés dans leur heure passée. Vol retardé en raison d'une alerte météo. Arrivons demain 17h. Besoin d'un trajet depuis l'aéroport. Peux-tu organiser ? Appelle quand tu vois ça. Pourquoi pas de réponse ? C'est crucial, Jordan. Aucune question sur mon état. Aucune reconnaissance du silence de 3 semaines. Juste des demandes d'aide pour la logistique de voyage. Comme si notre dernière interaction était parfaitement normale. Alex a lu les messages par-dessus mon épaule. Expression incrédule. Ils s'attendent à ce que tu les ramasses. Ils pensent que tu as miraculeusement guéri pendant qu'ils faisaient du tourisme. Ils n'ont probablement pas pensé du tout, ai-je dit, surpris par le calme que je ressentais. Ces messages m'auraient envoyé dans une spirale anxieuse des semaines plus tôt. Maintenant, ils semblaient absurdes. Je ne réponds pas. Bien pour toi, a dit Alex, serrant mon épaule en soutien. Le lendemain, pendant qu'Alex était au travail et que j'étais en appel vidéo avec l'équipe sur Apex, la sonnette de l'appartement a sonné avec insistance. Pensant peut-être à une livraison, j'ai dit juste un moment, me suis manœuvré soigneusement avec le déambulateur. Ouvrir la porte a révélé mes parents et Dylan, bagages en main. Leurs expressions passant de l'impatience au choc en voyant mon état. « Jordan ?» a dit ma mère, incertaine si c'était vraiment moi. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Pourquoi pas répondre aux messages ? Parce que j'ai bloqué vos numéros après que vous m'avez ignoré pendant 3 semaines. » Ai-je répondu, sans bouger, pour les inviter à entrer. « Comment m'avez-vous trouvé ? Le superviseur de ton complexe a dit que tu n'étais pas rentré chez toi. » A expliqué mon père. Nous avons appelé les cliniques, puis nous nous sommes souvenus de ton ami Alex. L'adresse était sur la liste des contacts d'urgence du collège. Dylan traînait en arrière, visage mélange de culpabilité et d'inconfort. Au moins, il avait la décence de sembler honteux. « Pouvons-nous entrer ?» a demandé ma mère, jetant un regard au déambulateur et aux fournitures médicales visibles derrière. En fait, ce n'est pas mon loft, c'est celui d'Alex. Il est au travail. Je ne me sens pas à l'aise d'inviter des invités chez lui sans permission. Leurs expressions ont enregistré le choc de cette limite, quelque chose que j'avais rarement établi auparavant. « Mais nous ne sommes pas des invités, » a protesté mon père. « Tes parents. Des parents qui ont laissé leur fils blessé pour des vacances de luxe, puis ont ignoré ces messages pendant des semaines. » Ai-je clarifié. Ça vous place fermement dans la catégorie des invités, nécessitant une invitation que je n'étends pas maintenant. Le visage de ma mère s'est durci. « Tu es ridicule. Nous avions un voyage irrévocable. Nous avons vérifié sur toi, juste pas sur ton calendrier exigeant. » « Quand exactement avez-vous vérifié ?» ai-je demandé. « Parce qu'il n'y a aucune trace d'appel, de texto, de message jusqu'à ce que vous ayez besoin d'un ramassage à l'aéroport. » Le silence était une réponse suffisante. La vérité, ai-je continué, c'est que vous avez supposé que quelqu'un d'autre gérerait l'inconvénient des soins. Vous avez priorisé vos vacances à mon bien-être. C'est un choix que vous avez fait. Mais les choix ont des conséquences sur les relations. Nous savions que tu avais des amis, a dit mon père sur la défensive. Tu as toujours été débrouillard. J'avais un ami prêt à bouleverser sa vie pour m'empêcher d'être institutionnalisé. Ai-je corrigé, désignant l'absence d'Alex. Un ami qui a pris un congé non payé pour s'occuper de moi quand vous ne l'avez pas fait. Oui, nous avons découvert à quel point j'étais débrouillard quand j'ai été abandonné par ceux qui auraient dû me soutenir le plus. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes, que ce soit un remords genuin ou de la frustration de perdre le contrôle. Je ne pouvais pas le dire. Nous t'aimons. Jordan, nous t'avons toujours aimé, peut-être à notre manière. Ai-je reconnu. Mais l'amour sans respect, considération, sacrifice n'est pas le genre d'amour dont j'ai besoin désormais. Mon père s'est levé abruptement. C'est ridicule. Nous sommes tes parents. Tu ne peux pas redéfinir la relation parce que tu es en colère pour un voyage. Je ne suis plus en colère. Ai-je dit sincèrement. J'ai les idées claires. Et oui, je peux absolument redéfinir n'importe quelle relation dans ma vie qui ne sert pas mon bien-être. C'est ce que font les adultes sains.
Il a regardé Alex en cherchant un allié. « C'est toi qui encourages cette attitude ?» Alex a secoué la tête. « Pas moi. Mais j'ai regardé Jordan lutter ces dernières semaines pendant que vous étiez complètement absent. Et je soutiens pleinement les limites qu'il doit établir. » Le visage de mon père a rougi. « Nous devrions discuter en famille, en privé. Alex est plus de la famille maintenant que vous. » Ai-je dit simplement. « Il reste. » Dylan s'est levé de manière inattendue. « Je pense que Jordan a raison, » a-t-il dit calmement. « Ce que nous avons fait était mal. Nous aurions dû reporter le voyage. Au minimum, nous aurions dû vérifier régulièrement. Désolé, Jordan. Vraiment désolé. » Une excuse sincère, la première offerte par quiconque, m'a touché de manière inattendue. « Merci, Dylan. Ça compte beaucoup. » Ma mère a tamponné ses yeux. « Bien sûr que je suis désolé si tu t'es senti abandonné. Ce n'était jamais l'intention. » Une non-excuse, plaçant le problème sur mes sentiments plutôt que sur leurs actions, a confirmé que rien de fondamental n'avait changé dans leur perspective. Je pense que c'est fini pour aujourd'hui. Ai-je dit. J'ai une thérapie physique tôt demain, et cette conversation est épuisante, mais rien n'est résolu, a protesté ma mère. En fait, tout est résolu. Ai-je corrigé. J'ai énoncé ma position clairement. La relation que nous avions avant l'accident n'existe plus. Ce qui la remplace dépend de votre capacité à respecter les limites et à vous engager authentiquement. Ils ont ramassé leurs affaires pour partir. Dylan traînant en arrière. « Puis-je t'appeler demain ?» a-t-il demandé doucement. « Juste pour parler ?»« J'aimerais ça, » ai-je dit, réalisant que je le pensais. Peut-être que sans le favoritisme de nos parents, une relation fraternelle genuine était possible. Ils sont partis. Alex m'a regardé avec inquiétude. « Ça va ?» J'ai considéré la question attentivement. « Oui, » ai-je dit, surpris par la certitude, pour la première fois depuis longtemps. Je pense que je vais vraiment bien. Les semaines suivant la confrontation avec mes parents ont apporté des développements inattendus. Fidèle à sa parole, Dylan a appelé le lendemain. La conversation était maladroite au début. Puis s'est réchauffée progressivement alors que nous naviguions une relation sans les intermédiaires de nos parents. Il a admis se sentir coupable depuis des années du favoritisme de nos parents. Une dynamique qu'il n'avait pas créée mais dont il avait bénéficié. « Je t'ai toujours admiré », a-t-il avoué. « Comment tu semblais si sûr de toi, capable. Je ne me suis jamais senti comme ça. » Ironique, ai-je répondu. J'essayais constamment de gagner l'approbation que tu obtenais automatiquement. Cet échange honnête a commencé un processus de guérison que ni l'un ni l'autre n'avions réalisé nécessaire. Dylan visitait 2 fois par semaine, sincèrement intéressé par ma récupération et offrant de l'aide qui venait du soin plutôt que de l'obligation. La réponse de mes parents à la nouvelle réalité était incohérente. Une semaine de silence, puis ils ont initié le contact avec des textos et des messages vocaux soigneusement formulés qui reconnaissaient maintenant mes sentiments sans prendre la responsabilité de leurs actions. Les ouvertures n'ont pas immédiatement restauré le statu quo. Ma mère a tenté des tactiques de culpabilité autrefois efficaces. « J'essaie juste de comprendre pourquoi tu nous punis pour une erreur », a-t-elle dit lors d'un bref appel. « Les familles pardonnent. Ce n'est pas une punition. » Ai-je expliqué pour la 100e fois. C'est reconnaître un pattern malsain et choisir de ne pas continuer. L'approche de mon père était pragmatique. Il a offert une assistance financière pour les factures médicales, pensant peut-être que le soutien économique substituait à la présence émotionnelle. J'ai décliné poliment mais fermement. Je gère les finances. Lui ai-je dit. J'avais besoin de soutien pendant la crise. Pas d'argent après. 3 mois après l'accident, le renouvellement de bail d'Alex approchant, j'ai fait face à une décision de logement. Mon appartement, avec ses couloirs étroits et sa salle de bain, n'était pas adapté au défi de mobilité continue. Alex avait été extraordinairement généreux. Je ne pouvais pas m'imposer indéfiniment. Elena a suggéré une solution. L'unité en dessous de la mienne s'ouvre le mois prochain. Entièrement accessible, rez-de-chaussée, porte plus large, douche à l'italienne. Le propriétaire donne la préférence aux personnes handicapées. La perspective de vivre dans le même bâtiment qu'Elena, dont l'amitié avait évolué plus profondément au fil de nos journées de récupération, était attirante pour de multiples raisons. Avec de l'aide pour naviguer le processus de candidature et Maria fournissant une vérification d'emploi, j'ai sécurisé l'appartement.
Le jour du déménagement a été une célébration inattendue. Les colocataires d'Alex, Elena et des membres du groupe de soutien, des collègues d'Apex, même Maria, ma thérapeute physique, sont arrivés pour aider. Ils ont formé une équipe efficace, transformant l'espace vide en maison adaptée à mes besoins, avec des arrangements de meubles accommodant les aides à la mobilité et des configurations technologiques facilitant le travail à distance continue. Dylan est arrivé à midi, timidement au début, puis plongeant dans le travail aux côtés de tout le monde. Il avait négocié sa visite séparément de nos parents, établissant sa propre relation indépendante avec moi. « Cet endroit est parfait », a-t-il dit pendant une pause, examinant l'appartement à moitié meublé. « Ça ressemble à un nouveau départ. Ça laisse, ai-je convenu, plus que juste une situation de vie. » Le soir, avec de la pizza et de la bière arrivées pour remercier les aides, l'appartement se sentait comme une maison d'une manière que l'endroit précédent n'avait jamais. Un espace qui n'était pas juste vécu, mais représentait l'indépendance reconquise, une vie reconstruite à mes propres termes. Rassemblés dans le salon, Elena à côté sur le canapé, Alex racontant des histoires animées de nos jours d'université, Dylan riant des mésaventures de thérapie physique de Maria, j'ai réalisé quelque chose de profond. Ce groupe divers, réuni par les circonstances et cimenté par un soin genuin, était devenu la famille dont j'avais besoin. Professionnellement, l'arrangement de travail à distance a évolué en poste permanent. Maria a reconnu que ma productivité avait en fait augmenté sans les distractions du bureau, la flexibilité permettant de continuer les rendez-vous de thérapie nécessaires. Créant un rôle hybride, a-t-elle expliqué lors d'une revue vidéo. Leadership d'équipe à distance la plupart des jours. Présence au bureau pour les réunions clés une fois que je serai assez mobile. Un modèle prouvé qui fonctionne. Ma rééducation progressait régulièrement. 6 mois après l'accident, je suis passé du déambulateur à une canne pour la plupart des situations. La douleur restait une réalité quotidienne, mais devenait gérable avec une médication appropriée et des protocoles de mouvement. Maria Espartera a passé de la récupération basique à l'entraînement de force, se concentrant sur la construction d'endurance pour des périodes plus longues de mobilité. « Tu as accompli l'impossible », m'a-t-elle dit lors de la dernière session formelle. La plupart des patients avec un profil de blessure comme le tien prennent 2 fois plus de temps pour atteindre ce stade. J'avais une bonne motivation, ai-je répondu. Pensant à tous les gens qui m'ont soutenu pendant le journée que ma propre famille n'a pas fait, Elena et moi sommes passés au-delà de l'amitié vers une relation construite sur une compréhension et un respect mutuel. Contrairement au partenariat précédent compromis pour maintenir l'harmonie, cette connexion a fleuri grâce à une communication honnête et une égalité genuine. Nous comprenions la valeur de l'indépendance au sein de l'ensemble, ayant appris des leçons douloureuses sur la dépendance. Les fêtes familiales approchaient, apportant des décisions pour naviguer des célébrations traditionnellement centrées sur la famille. Mes parents supposaient un retour au rassemblement habituel, comme si rien n'avait changé. « Maman fait ta tarte préférée », a mentionné mon père lors d'un bref appel tendu. « On t'attend à 3 pour le réveillon de Noël. » En fait, ai-je répondu, j'ai fait d'autres plans cette année. Le silence a suivi, transmettant la surprise de la déviation de la tradition. Quels plans sont plus importants qu'un Noël en famille ? J'organise un rassemblement ici. Ai-je expliqué ? Elena, les colocataires d'Alex, des amis du groupe de soutien sans famille locale. Tu choisis des étrangers plutôt que ta propre famille ? La désapprobation dans sa voix était palpable. Je choisis les gens qui se sont constamment présentés. Ai-je clarifié ? Pas des étrangers. Une famille choisie. Ich bin famille choisie. Noël est devenu une nouvelle tradition. 15 personnes entassées dans mon appartement accessible, chacun apportant des plats représentant leurs origines et histoires. Alex a contribué à la recette d'eggnog de son grand-père. Elena a fait des pâtes italiennes de la tradition familiale. Maria a apporté des tamales mexicains que sa mère lui avait appris à faire. Rassemblés autour de tables poussées ensemble dans le salon, j'ai regardé les visages divers. Chaque personne connectée par un choix genuin plutôt que par une obligation biologique, j'ai ressenti une gratitude profonde. L'accident qui m'avait presque détruit a finalement révélé à quoi ressemblait un soutien authentique, forcé à reconstruire non seulement les capacités physiques, mais toute l'approche des relations.
priorisant le soin genuine à l'obligation, la qualité à la biologie, le respect de soi à l'accommodation infinie. Je ne souhaiterais cette expérience à personne. Ai-je dit à Elena, alors que nous marchions lentement dans le parc près des appartements, la canne fournissant de la stabilité sur le chemin inégal. Je ne peux pas regretter où ça m'a mené. Moi, a-t-elle taquiné, serrant ma main libre. Moi-même, ai-je répondu honnêtement. Puis toi, et tous les autres qui font maintenant partie de ma vie. L'accident a brisé plus que des os. Il a brisé des illusions que je ne savais même pas que je portais. Elle a hoché la tête, comprenant la gratitude complexe qui suit un traumatisme. Parfois, les cassures les plus douloureuses créent la guérison la plus forte. En regardant en arrière l'homme effrayé et abandonné dans le lit d'hôpital, cherchant désespérément l'approbation qu'ils étaient réticents à fournir, je le reconnaissais à peine. Le journée avait été excruciating, mais nécessaire. Comme les os guérissent plus fort au point de rupture, j'ai émergé plus résilient précisément là où j'avais été endommagé. Les mots de mes parents, ne nous appellent pas pendant que nous sommes heureux, m'ont dévasté à l'époque. Maintenant, je reconnais le cadeau inattendu. La poussée finale nécessaire pour me libérer des patterns qui avaient limité ma vie pendant des décennies. Leur bonheur n'a jamais requis mon sacrifice, et mon bonheur peut exister indépendamment de leur approbation. Une sagesse inattendue gagnée par la souffrance. La vraie famille est définie par une présence consistante, pas par une connexion biologique. L'amour requiert des actions, pas juste des déclarations. Parfois, le plus grand acte d'amour-propre est d'établir des limites avec ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas se présenter quand vous en avez le plus besoin. Qu'avez-vous appris sur les obligations familiales versus la famille choisie ? Quelle expérience difficile vous a révélé qui vous soutient vraiment ? Partagez votre histoire dans les commentaires de ci-dessous. Si cette histoire vous a touché, veuillez appuyer sur le bouton like et vous abonner pour plus de contenu sur la navigation des dynamiques familiales complexes et la croissance personnelle. Merci d'avoir écouté. Rappelez-vous, parfois la famille que vous choisissez est plus importante que celle dans laquelle vous êtes né. Prenez soin de vous. À la prochaine histoire.